présentation d'un tout nouvel outil digital qui va aider les élus locaux et les directeurs de collèges, de lycées et d'écoles que vous êtes ce matin à prioriser la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Je m'appelle Sarah Schoenfeld, je suis la directrice du comité 21. Je vais vous présenter tout à l'heure, dans quelques instants, ce qu'est le comité 21. C'est toujours important de replacer dans le contexte de qui parle, au nom de quoi. Et je donnerai la parole à mes deux intervenants ce matin, que sont Louis Petros, qui travaille chez Nemer et qui présentera la start-up Nemer, et Bettina Laville, qui est présidente du comité 21. Ce matin, nous avons un webinaire d'1h30 structuré en 3 parties. Une première partie donc, qui sera présentée par Bettina Laville, qui replacera l'utilisation de la plateforme TRIS dans le contexte global des urgences climatiques et des impératifs économiques et éducatifs. Essayer de vous montrer en quoi la rénovation énergétique des bâtiments scolaires constitue un levier essentiel de l'atteinte des objectifs climat pris par vos territoires et pris par la France. Une deuxième partie animée, présentée par Louis Petros, donc, comme je viens de le dire, qui travaille chez Nemer, qui est le principal artisan du développement de la plateforme TRIS, qui vous présentera cette plateforme à travers tout un tas de slides et qui pourra aussi répondre à vos questions. Là, ce sera la troisième partie, une partie très importante. On a, sur ces 1h30 de webinaire, vraiment consacré la moitié du temps à un échange avec vous. Le but de cette matinée, c'est véritablement de présenter la plateforme TRIS, mais surtout de recueillir vos impressions, vos réactions, les atouts de cette plateforme, peut-être les manques, parce que suite à ce webinaire, nous intégrerons en fait toutes les remarques que vous nous aurez fait remonter sur cette plateforme, qui doit véritablement devenir un outil quotidien des acteurs qui forgent la transition, la transformation des territoires, notamment sur le volet de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Je rappelle 2-3 consignes. On éteint son micro impérativement, puisqu'on est plus de 80 connectés ce matin. On coupe également la webcam. J'autorise les deux intervenants quand même à allumer leur webcam. C'est quand même plus agréable quand ils font les présentations. Et moi-même, je couperai mon micro quand ce ne sera pas à mon tour de parler. Très rapidement, comme je disais, c'est important d'expliquer d'où vient le comité 21, d'où on parle. Ici, on est un webinaire qui est dédié aux collectivités territoriales. Beaucoup sont adhérentes du comité 21, d'autres ne le sont pas. C'est important qu'on vous explique ce qu'on fait. A été créé. Alors, on a été créé au milieu des années 90 par la fusion de 3 associations préexistantes, celle de Simone Veil, celle d'Huguette Bouchardot, ancienne ministre de l'Environnement, et également créée par Bettina Laville. Ces 3 associations ont fusionné au milieu des années 90, juste après Rio 92, premier sommet du développement durable, pour aider le gouvernement français à disséminer ce qu'on appelait à l'époque l'agenda 21, c'est-à-dire les stratégies développement durable des organisations publiques ou privées qui sont restées sous la dénomination agenda 21 pour les collectivités territoriales et qui ont peu à peu pris le mot de RSE pour les entreprises. On existe donc depuis plus de 25 ans. On est la première plateforme multi-acteurs dédiée au développement durable, ou on pourrait dire aussi aux transformations des organisations. On est à la fois un think tank et un do tank, donc on publie des notes de position, des notes de recommandation, et on propose des parcours d'accompagnement beaucoup plus concrets, beaucoup plus opérationnels, des échanges de bonnes pratiques dans ce qui était avant des ateliers physiques et qu'on transforme peu à peu en webinaires. On travaille sur plusieurs sujets en ce moment. On a un programme d'activité qui est sur 2 ans.
nos sujets d'expertise tournent beaucoup autour de la coopération multi-acteurs, que ce soit le dialogue avec les parties prenantes pour les entreprises, la coopération entre territoires, levier de la résilience de ces territoires. On va travailler aussi avec l'association Bilan Carbone sur une publication qui recense toutes les méthodes, les outils de la neutralité pour atteindre la neutralité carbone. Et également un sujet autour de l'acceptabilité des transformations des territoires. Ça, ce sera pour 2021. On propose 3 parcours d'accompagnement plutôt thématiques autour de la sobriété, autour de l'adaptation au changement climatique, et puis aussi pour éclairer les collectivités territoriales autour des nouveaux outils de la transformation des territoires. Comment on construit un budget vert, par exemple, comment on va chercher de nouvelles sources de financement quand on est une organisation publique. Et puis, on a des sujets un peu transversaux. Depuis 2016, on est un des principaux acteurs en France de la promotion de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable à travers un projet dont vous avez peut-être entendu parler, puisque ça fait plusieurs années qu'on le développe un peu partout en France, qui est le Tour de France des ODD. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour voir dans quelle mesure on peut co-organiser ensemble sur votre territoire en 2021 ou en 2022 une étape du Tour de France des ODD. Particularité quand même d'un réseau national, nous avons un établissement en région qui rayonne sur 3 régions, Bretagne, Pays de Loire et Centre-Val de Loire, qui existe depuis plus de 10 ans et qui propose un programme d'activité à ces entreprises, à ces associations, à ces collectivités territoriales et à ces établissements d'enseignement sur mesure, qui est calibré aux problématiques de transformation des territoires dans le Grand Ouest. Je vous présente le premier intervenant qui s'appelle Louis Petros, comme je l'ai dit en tout début de webinaire, et qui va, avant de vous présenter l'outil TRIZ, vous présenter d'abord Namer, cette start-up, pourquoi elle a été fondée et sur quoi elle travaille. Alors, bonjour à tous, merci Sarah, merci surtout à tous d'être là ce matin et de vous être connectés. Je vais vous parler un peu de Namer. Donc Namer, c'est un drôle de nom, mais qui cache des choses assez intéressantes. Ce qu'on fait, c'est avant tout d'être une entreprise qu'on appelle une deep tech, c'est-à-dire une entreprise qui se spécialise dans la création de modèles complexes, d'algorithmies, d'intelligence artificielle, et que nous, on a décidé de mettre au service d'un pan particulier de l'industrie de la donnée et de l'intelligence artificielle, qui est la donnée géolocalisée, donc celle qui caractérise le monde physique et pas les gens, au service de grands sujets de transition. Alors concrètement, le métier de Namer, il est de produire et de fournir des informations qui sont géolocalisées, non personnelles et facilement accessibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux donner un exemple, ça va être par exemple, de qualifier 36 millions de bâtiments et des centaines de millions de parcelles en rajoutant de l'information, en combinant des bases entre elles, en allant mélanger des référentiels de bâtiments avec des référentiels climatiques, en allant être capable de créer un ensemble de référentiels qui sont en harmonie, interopérables et qui sont facilement accessibles. Alors pour nous, facilement accessible, ça veut dire que techniquement, il est facile d'utiliser de la donnée. Donc on la met à disposition de grands groupes ou d'acteurs publics à travers des API. Et facilement accessible, ça veut dire aussi que c'est une donnée qui est produite par Namer avec des garanties de transparence sur sa fiabilité, sa confiance, la façon qu'elle a d'être construite pour garantir qu'elle soit transparente. Toutes ces données-là chez Namer, donc c'est l'actif principal, elle est produite par une équipe dont je suis toujours ravi de parler. On est une 50aine de personnes aujourd'hui. 75% des effectifs de Namer sont des ingénieurs spécialisés en data, donc des mathématiciens, des data ingénieurs, des développeurs, et qui nous permet à nous d'être une des rares entreprises aujourd'hui dans l'écosystème français de la donnée, d'être capable d'avoir une compétence sur toute la chaîne de valeur de la donnée. La chaîne de valeur de la donnée, ça va de sa récupération, de l'identification d'une donnée, à son intégration dans une base de données plus large et ensuite à sa livraison et son enrichissement. Et ça me permet de parler finalement de la valeur ajoutée que donne aujourd'hui Namer. On rajoute de l'information sur des choses qui sont connues. Un bâtiment, il a une hauteur de toit, il a un type de
de façade, il a une année de construction, mais on ne sait pas forcément quel type de chauffage il a, on ne sait pas forcément s'il a un toit en tuile ou s'il a un toit un toit plat. Et tout ça, c'est des informations que nous, on va produire algorithmiquement et qu'on va essayer d'inférer sur tout le référentiel bâti en France. Quelques mots, l'entreprise a été fondée en 2017 par 4 fondateurs emblématiques qui sont Grégory Labrousse, qui est un entrepreneur, Emmanuel Bacry, qui est un enseignant-chercheur spécialisé en intelligence artificielle et qui est aujourd'hui connu pour être le directeur scientifique du hub de données de santé de l'État, Lila Tretikov, qui est l'ancienne présidente de Wikipédia et qui est aujourd'hui vice-présidente de Microsoft en charge de l'intelligence artificielle, et enfin Pierre Lescure, qui a écrit le rapport en 2012 sur l'ouverture des données de la culture et qui est à l'origine du projet Namer et qui est par ailleurs président du Festival de Cannes et fondateur de Canal+. En termes de chiffres, aujourd'hui, on produit des milliards et des milliards d'informations qui sont toutes associées à des bâtiments ou à des parcelles. Et donc, ça fait de nous un vrai producteur d'informations en partant d'une base qui est vraiment monumentale. On produit des centaines de modèles et d'algorithmes pour faire tout ça, qui sont propriétaires. Et ensuite, on a eu la fierté de recevoir il y a une dizaine de jours le prix de l'innovation 2020 de l'initiative Green Tech, donc Green Tech Innovation, l'initiative du CGDD et du ministère de la Transition écologique. Aujourd'hui, on a des bureaux à Paris et un bureau qui représente le programme TRIZ à Lille dans un bâtiment emblématique qui s'appelle le Rhizome. Voilà, c'est tout pour moi sur Namer. Merci Louis. Je compléterai 2-3 choses. C'est que Namer est certes une start-up très jeune, mais vous êtes aussi un jeune adhérent du comité 21. Vous nous avez rejoint en 2018 et tout de suite, on a décidé d'être en partenariat, de faire des choses ensemble un peu plus poussées. Je citerai notamment l'organisation d'un débat en mai 2018 autour de l'intelligence artificielle et du développement durable, qui avait très très bien marché en marge de notre assemblée générale. Et aujourd'hui, pour que vous compreniez bien pourquoi on co-organise Namer et Comité 21 ce webinaire, c'est que Namer développe la plateforme TRIZ et s'appuie sur tout un tas de partenaires pour différentes volets de développement de la plateforme, et s'est tourné vers le comité 21 sur le volet communication, mobilisation. Donc il nous revient aujourd'hui de faire connaître la plateforme, d'essayer de mobiliser tout un tas de public cible. Alors, je l'ai dit au tout début du webinaire, le premier public cible, le premier utilisateur final, c'est finalement les collectivités territoriales, les mairies, les EPCI, les départements et les régions qui sont propriétaires des bâtiments des écoles, des collèges et des lycées et qui pourront véritablement utiliser cet outil au quotidien quand il s'agira d'éclairer la prise de décision politique pour rénover énergétiquement les bâtiments scolaires. Aujourd'hui, on a ouvert ce webinaire à toutes les collectivités de France, même celles qui ne sont pas en Hauts-de-France, alors que pour l'instant, dans cette phase 1, TRIZ est développé uniquement sur la région Hauts-de-France. Pourquoi on a élargi ce webinaire à toutes les collectivités de France ? Parce qu'il n'est pas impossible qu'on développe, que Namer et ses partenaires développent TRIZ dans d'autres territoires et étendent le développement de cet outil sur l'ensemble du territoire français. Et surtout que toutes les remontées, les impressions, les côtés positifs, les côtés négatifs que vous pourriez souligner lors du temps d'échange aujourd'hui, que vous soyez à Toulouse, en Outre-mer, à Brest ou à Strasbourg, vous êtes confrontés finalement aux mêmes problématiques de rénovation des bâtiments scolaires, et donc toutes vos remontées, où que vous soyez, pourront améliorer la plateforme TRIZ. Donc véritablement, dès que vous avez des questions, même si on n'est pas encore dans le temps d'échange, vous écrivez cette question dans le chat. Vous ne les voyez pas, mais derrière la caméra, il y a des modérateurs qui travaillent avec nous sur l'animation de ce webinaire, qui vont me faire remonter ces questions et que je pourrai poser aux intervenants au début, parce que c'est toujours un peu difficile de poser la première question. Donc les premières questions seront posées par mon intermédiaire au tout début de l'échange. Et ensuite, vous aurez la possibilité, en levant la main, de poser également vos questions à l'oral. Je le répète, ce webinaire, c'est 1h30, c'est
45 minutes de présentation et c'est véritablement 45 minutes d'échange avec vous, parce que le but, c'est de recueillir vos impressions, vos questions. Je me tourne vers Bettina Laville. Si mon PowerPoint peut... Je n'arrive pas à passer la slide, mais c'est pas grave. Bettina Laville, qui est la présidente fondatrice du comité 21 et qui va en un gros quart d'heure déjà replacer dans le contexte de l'urgence climatique et de levier que constitue la rénovation énergétique des bâtiments, l'utilité de la plateforme crise. Et entre-temps, j'essaie de régler les problèmes techniques de PowerPoint. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais dire que, encore une fois, comme Sarah, nous sommes absolument ravis de nous associer à Neimer pour vous présenter l'ensemble de ce programme qui, avec mon expérience relativement longue des problèmes environnementaux, climatiques, etc., me paraît être une pierre dans l'édifice de la lutte contre le changement climatique tout à fait importante. Alors, en fait, moi, je vais vous rappeler ce que vous savez déjà, j'en suis sûre, mais les grands engagements français d'une part et d'autre part les actions qui sont mises en place en les mettant en perspective évidemment avec les Hauts-de-France, ce que, bien entendu, Louis va développer ensuite. Alors d'abord, les engagements climatiques français. Nous savons tous que c'est l'accord de Paris, après avoir été une longue succession de COP, comme on dit, de conférences sur le climat. Et à l'accord de Paris, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050, en lien avec les pays européens. Nous avons une tâche assez difficile parce qu'en particulier à cause de l'énergie nucléaire, nous avons moins de marge que d'autres pays et nous devons diviser par 6 nos émissions qui sont comptées à partir de 1990. Je voudrais juste rester sur le slide précédent si c'est possible parce que je voudrais dire 2 choses. D'abord que malgré nos efforts, les efforts européens, les efforts français, etc., étant donné que nous comptons peu, il faut bien le dire, dans les émissions du monde entier, devant une situation extrêmement difficile. 2019 a été l'année la plus chaude enregistrée en France et en Europe. Mais nous restons, il faut quand même l'avoir en tête, le 3e pays, à cause du fait que nous sommes un pays important, émetteur de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Et donc, nous avons une place. Fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro, comité 21. Merci. Et donc, nous avons une place importante à occuper. On nous dit souvent, on me l'a encore dit dans des colloques la semaine dernière, mais finalement, nous représentons si peu et nous faisons de si grands efforts. Oui, bien sûr, c'est exact, mais l'Europe a été un pays moteur et nous devons continuer de l'être parce que si un pays comme la France et si un ensemble comme l'Europe s'arrête d'être moteur, eh bien, il ne se passe plus grand-chose dans le monde, même si nous avons un changement aux États-Unis, parce que le fait d'être moteur crée une émulation et aussi donne aux autres populations, si ce n'est au gouvernement, le sentiment de l'importance et du rôle de l'action. Alors, nous déclinons nos efforts en matière d'atténuation, mais aussi en matière d'adaptation. Le comité 21 a un gros programme sur l'adaptation. J'y tiens personnellement beaucoup parce que l'atténuation aide l'adaptation et l'adaptation aide l'atténuation. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va ressortir, vous allez le voir, dans le programme TRIS. Alors, l'atténuation, on voit bien ce que c'est, hein, c'est avant tout réduire les émissions, protéger les puits de carbone, pour ça décarboniser, bien entendu, et favoriser des organisations plus souples, en particulier au niveau local. L'adaptation, c'est réaménager les territoires, c'est restructurer des modes de production, c'est faire évoluer les comportements, ça c'est valable d'ailleurs pour l'atténuation comme pour l'adaptation, et c'est également être au plus près des territoires. Alors pour ça, nous avons effectivement un instrument qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone,
Et donc, c'est un cadre de référence de la France. Nous avons un cap extrêmement ambitieux, je vous l'ai dit, de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et dans cette stratégie nationale, nous avons deux priorités, la lutte contre la précarité énergétique et justement la rénovation des bâtiments publics en premier chef. Pourquoi? Bien, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est là évidemment où la puissance publique peut déployer son efficacité. Et la seconde, c'est que, vous allez le voir, c'est une part extrêmement importante de réservoir de baisse de nos émissions et d'économie en matière énergétique. Alors, évidemment, vous savez qu'il y a eu un grand débat après la Covid, j'ai dit après, pardon, en même temps que la Covid, un grand débat sur les plans de relance. Et nous avons en fait un double mouvement. Nous avons ce mouvement avant la Covid de stratégie nationale bas carbone, mais en même temps, le gouvernement d'une part et particulièrement aussi l'Europe avec ce qu'on appelle le plan de relance verte et après son Green Deal, qui était avant évidemment la Covid, les deux, France et Europe, on a des objectifs qui consistent à, contrairement à ce qui avait été le cas dans la crise de 2009, ne pas sacrifier en fait les politiques climatiques aux politiques économiques de relance, mais en fait faire au contraire que l'un serve l'autre. Et vous verrez que le programme TRIS est un acteur très très important. Donc en l'occurrence, la massification de la rénovation énergétique est une priorité pour la simple raison que si nous ne faisons pas les choses de façon massifiée, de façon extrêmement importante, de façon efficace, de façon rapide, eh bien, on n'atteindra pas les objectifs. Et on va vous présenter deux graphiques qui sont dans la stratégie nationale bas carbone et qui montrent bien les efforts énormes que nous devons faire. Si vous considérez que le secteur du bâtiment est en orange et que nous descendons, non pas là d'ailleurs jusqu'en 2050, mais en 2033, c'est-à-dire à mi-temps de la stratégie nationale bas carbone, eh bien vous voyez que le secteur orange non seulement doit diminuer en valeur absolue, mais qu'il doit diminuer également en valeur relative. Pourquoi? Parce que le bâtiment comment dirais-je, amène 30% en l'occurrence de nos émissions. C'est donc un poste extrêmement important après comment dirais-je, les transports, mais vous voyez bien en l'occurrence, et ça c'est tout à fait considérable, que les transports, tous les spécialistes disent que ce sera un petit peu plus difficile à diminuer. Et donc, la plus grosse diminution, 78, 60, 43, comme vous le voyez là, jusqu'en 2033, vient du secteur du bâtiment. Et d'ailleurs, dans le slide suivant, vous pouvez comment dirais-je, considérer l'ampleur de la courbe et la descente un peu vertigineuse que nous devons opérer. Là, c'est jusqu'en 2050. Donc, tout à l'heure, nous nous étions arrêtés en 2030 et c'est donc à peu près au milieu de la courbe. Vous voyez que les budgets carbone doivent diminuer de façon absolument considérable et que pour arriver à ce qu'on appelle zéro émission nette, c'est-à-dire effectivement là, le bas carbone, en l'occurrence, la stratégie zéro émission. C'est donc, j'allais dire, comme disait le général de Gaulle, puisque je suis dans le Nord, partout en France, mais particulièrement dans le Nord, vous êtes en train de célébrer beaucoup le général de Gaulle, eh bien, c'est vraiment une ardente obligation. Et c'est, je crois, ce qui va structurer l'ensemble des politiques publiques et également des politiques privées. Au comité 21, nous avons toutes sortes d'adhérents, aussi bien CAC 40 que PME. Nous travaillons avec eux toutes ces questions. Eh bien, nous nous rendons parfaitement compte que, au-delà des objectifs RSE,
les politiques climatiques, les politiques de comptage et de baisse des émissions sont au cœur des stratégies. Si on passe au slide suivant, en l'occurrence, je voudrais m'arrêter une minute pour vous dire ce qui a été au début. Moi, je suis une spécialiste d'environnement et je n'avais pas de spécialité particulière sur l'intelligence artificielle. Et par ailleurs, je suis vice-présidente de quelque chose qui s'appelle la plateforme RSE et nous travaillons beaucoup sur le poids du numérique en matière d'émissions de CO2 dans l'environnement. Nous avons déjà publié un rapport et nous sommes en train d'en finaliser un autre. Par ailleurs, il y a beaucoup d'organismes, et vous le savez, qui ont publié depuis quelque temps des rapports mettant en exergue l'importance considérable, bientôt 9% d'ailleurs dans le monde, de la part du numérique dans les émissions de CO2. Donc, on s'est forcément posé le problème au comité 21 de l'alliance entre l'intelligence artificielle et le développement durable et particulièrement les objectifs des ODD. Bon. Et en fait, je m'appuie d'ailleurs sur le rapport qui vient de sortir hier du Shift Project. L'intelligence artificielle, vous savez, ça tout le monde le sait, est un outil très puissant de massification et d'accélération, donc particulièrement des programmes de rénovation énergétique. Et en fait, déjà dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments, qui est un document qui est adossé au plan climat, il est dit que la révolution des données, c'est une citation, doit permettre de mieux connaître, mieux comprendre, mieux diagnostiquer et in fine de mieux traiter la question énergétique. En fait, si vous voulez, il y a deux usages de l'intelligence artificielle et d'ailleurs plus généralement du numérique. Il y a un usage ludique, peut-être excessif, peut-être compulsif. Et ça, toute l'éducation doit servir à réduire cet usage. Mais il y a un usage, et c'est le cas pour ce qui nous occupe, qui contient un potentiel de gain environnemental très, très important. Et le Shift Project, qui a énormément travaillé sur ces questions, dit très clairement, en l'occurrence, que nous avons dans cette affaire, j'allais dire, une bonne intelligence artificielle qui permet de déployer en fait tout un potentiel pour aider à la rénovation énergétique, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne ce qu'on appelle la domotique, c'est-à-dire l'organisation de sa consommation d'énergie dans la maison. Ça, on est assez habitué maintenant à ce type de projet, mais également à un niveau de l'ensemble du territoire. On peut, grâce à l'intelligence artificielle, embrasser de manière absolument plus rapide les travaux qu'il y a à faire et surtout les points de convergence entre les bonnes sources d'énergie et les bâtiments qui en ont besoin. Donc l'intelligence artificielle, pour nous, n'est pas du tout incompatible avec la lutte contre le changement climatique. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Eh bien, nous avons donc choisi, le programme TRIS, Louis vous le dira, un segment très très précis qui est la rénovation des bâtiments publics, mais particulièrement la rénovation des bâtiments scolaires. Alors, je vous rappelle quelques informations. Le bâtiment représente 30% des émissions nationales de CO2. Ça, vous le savez tous. Quand c'est moins, je suis sûre que les maires et responsables de communes qui nous écoutent le savent parfaitement. Les communes consomment 82% de leur consommation dans leurs bâtiments publics et 31% pour leurs bâtiments scolaires. Vous voyez la marge de progrès qu'il y a à faire, tant d'ailleurs sur le plan économique, puisque la facture d'énergie, non, je suis toujours là, merci, la facture d'énergie des collectivités territoriales est de 49 € par habitant par an, ce qui est absolument considérable. Et vu les difficultés actuelles que vous connaissez tous et que vous vivez des collectivités territoriales, on a évidemment intérêt
sur un moyen et long terme, mais même sur un court terme, parce que Louis vous le dira, ces travaux peuvent être rapides, on a évidemment intérêt à diminuer ces consommations. Le parc public, en fait, représente 37% du parc tertiaire national, ce qui veut dire que toutes les dispositions du décret tertiaire, évidemment, concernent l'objet que nous visons. Et d'autre part, nous avons parmi les bâtiments des collectivités, les écoles, les collèges, les lycées et l'université, nous avons en tout 180 millions de mètres carrés de surface pour l'ensemble, ce qui donne évidemment la mesure, comment dirais-je, de ce que peut être une révolution énergétique rapide en matière de bâtiments scolaires. Alors, ensuite, en l'occurrence, qu'est-ce que ça représente comme établissement en France? 45 000 écoles, si on arrondit, plus de 5 000 collèges, 2263 lycées. Là-dessus, en l'occurrence, tous les calculs montrent. Alors, les calculs, c'est issu de deux rapports très importants. Le premier rapport, en l'occurrence, c'est celui qui a fait le plan bâtiment avec la Caisse des dépôts. C'est un rapport qui date de 3 ans maintenant, qui a montré à quel point les bâtiments scolaires étaient un réservoir d'économie en matière d'émissions de CO2. Et il y a eu, et ça c'est très récent puisqu'il est paru en juillet, un rapport qui a été confié par le ministère de la Transition écologique, un ingénieur des mines, donc on appelle ça de son nom le rapport de Marc, qui a véritablement scanné l'ensemble des dispositifs indispensables sur les bâtiments scolaires. Et le chiffre qui ressort, c'est qu'il faut 40 milliards d'euros sur 10 ans pour rénover l'ensemble des bâtiments scolaires et que l'objectif de 40%, en l'occurrence en 10 ans, est fait atteignable. Donc ça, c'est vraiment deux chiffres, en l'occurrence, qu'il faut avoir en tête. Et donc, cet objectif de réduction de 40%, c'est la part de ce que doivent faire les bâtiments scolaires pour être fidèles à la stratégie nationale bas carbone. Ensuite, nous avons évidemment, et je voudrais souligner, je sais que beaucoup de collectivités nous écoutent, le rôle très important des collectivités dans les politiques climatiques. J'irai vite, vous les connaissez mieux que moi. Vous avez un triple rôle, actrice bien entendu de la transition énergétique. Vous avez tous des engagements locaux dans cette affaire. Bien entendu, aussi, vous devez suivre vos plans territoriaux. En particulier, je prends l'exemple du Hauts-de-France, le SRADET vient d'être approuvé. Et d'autre part, viser l'exemplarité. L'exemplarité, ce n'est pas simplement pour recevoir des prix par de nombreux organismes qui observent les politiques en matière de réduction énergétique, mais c'est également pour satisfaire vos citoyens. Et vous savez à quel point aujourd'hui, j'allais dire moi enfin, les citoyens sont extrêmement désireux de voir les choses avancer. Les régions, bien entendu, doivent assurer les orientations de leur SRADET, les intercommunalités avec les PCAET. Et donc, c'est une politique d'exemplarité que le programme TRIS va vous aider, Louis vous le dira dans quelques minutes, à opérer. Donc, finalement, si on prend dans le slide suivant le cas plus spécifique des Hauts-de-France, alors, pourquoi a été choisi les Hauts-de-France? Il y a tout à fait, il y a beaucoup de raisons. D'abord, beaucoup de régions avec 5 départements qui ont, comment dirais-je, une expérience historique en matière d'énergétique, en matière de conversion énergétique, qui ont des politiques dynamiques, qui a 6 millions d'habitants, c'est une très grande région, c'est la 3e région, qui a presque 1,2 million élèves, et surtout
Et ça nous a beaucoup, comment dirais-je, lorsqu'on a proposé les Hauts-de-France et que le président de la région s'est associé au programme. C'est en fait la région la plus jeune, donc c'est un territoire significatif et emblématique. En l'occurrence, c'est un territoire qui a aussi beaucoup de progrès à faire, puisqu'il consomme 12% de la consommation nationale d'énergie, en l'occurrence, et que la consommation d'énergie a augmenté de 8% depuis 1990. Et en l'occurrence, les Hauts-de-France représentent presque 14% des gaz à effet de serre émis au niveau national. Donc, vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre au niveau de la population et de la consommation énergétique, et donc l'effort doit être important. C'est pour ça d'ailleurs que la région s'est engagée dans ce grand projet à la Stiglitz de REV 3, et que, en l'occurrence, pour nourrir cette dynamique, vous avez un certain nombre dans la région de webinaires. Il y en a un d'ailleurs qui est, je crois, à l'heure du déjeuner, c'est le premier mobilité et logistique aujourd'hui même. Vous avez vraiment une journée rénovation énergétique. Et en l'occurrence, c'est un potentiel considérable puisque vous avez 1,3 milliard d'euros pour faire face à la crise et soutenir le troisième programme de révolution industrielle dit REV 3. Dans ce programme, d'ailleurs, il y a une priorité aussi sur les bâtiments scolaires. Donc, en fait, le programme TRIS vient non pas s'ajouter, mais soutenir et rendre, nous l'espérons, plus efficace l'ensemble des mesures que la région, les départements et les communes de Hauts-de-France ont mises en place. Voilà un peu pour la photographie générale. Moi, ce que je voulais simplement vous dire au nom du comité 21, c'est que nous sommes tous embarqués dans un vaisseau qui a comme boussole l'action contre le climat et comme objectif 2050 avec le zéro émission, que tout le monde, de l'individu, du citoyen, aux régions, aux ministères, à toutes les entités de France, on a tous notre rôle à jouer, mais que pour l'atteindre, surtout avec ce qui nous tombe dessus, c'est-à-dire la diminution de l'activité économique avec la pandémie, eh bien, nous devons utiliser de manière sobre mais efficace l'ensemble des nouveaux instruments que la technique nous offre. Et Louis, je pense que c'est à toi maintenant de développer la plateforme. Ouais. Oui, merci Bettina. Je crois que c'est très clair. On a bien compris la recontextualisation dans les enjeux, les objectifs climat et surtout avec des chiffres très précis des objectifs à atteindre. On va rentrer maintenant dans le dur du webinaire, la présentation de la plateforme TRIS en chiffres et surtout en démos. Je te donne la parole, Louis, pour une présentation. Idéalement, pour pouvoir laisser un maximum d'échanges, il faudrait qu'on puisse donner le micro aux participants à 10h30. Ok, parfait. Alors, juste sur le slide d'après qu'on va vous montrer tout de suite, on a mis quelques chiffres pour vous donner un peu une impression un peu de match de ce qu'on va aborder juste derrière. Alors, le programme TRIS, c'est une initiative qui est portée dans le cadre d'un programme C2E sur lequel ça fait 1 an et demi qu'on travaille, nous, Namer et nos partenaires, évidemment le comité 21 en fer de lance sur son déploiement, et puis ensuite le CRMA et l'école polytechnique, mais je vous parlerai de ça juste après. Et ce qui est important de bien comprendre du programme TRIS, c'est qu'il a pour objectif de caractériser l'intégralité du bâti scolaire et de créer une base de données qui est utilisable facilement en proposant des scénarios de travaux pour chacun des bâtiments de manière automatique. Pour faire ça, il faut avoir en tête un peu en termes de nombre, en termes de chiffres. Et donc, aujourd'hui, les établissements éducatifs dans les Hauts-de-France, d'après nos calculs, c'est 6 460 établissements éducatifs. Ça représente 19 734 bâtiments, donc avec une moyenne d'à peu près 3 bâtiments par établissement.
il y a 2471 communes qui ont au moins un établissement éducatif. Et ça, c'est important parce qu'il me semble avoir vu une question dans le chat qui mentionnait ce point-là. Donc, je peux répondre tout de suite oui. Tous les établissements éducatifs, qu'il s'agisse d'une toute petite école ou d'un très grand lycée, sont concernés par le programme. On ne différencie pas, mais on travaille de manière massive. Et enfin, ça représente à peu près 15 millions de mètres carrés de surface utile. Donc, si on prend le bâtiment, son empreinte au sol et les étages qui sont à l'intérieur des bâtiments. Alors, je vais vous partager mon écran. Et je vais vous présenter. Donc, on a fait le choix de vous présenter directement la plateforme. Donc là, on est. Si mon écran est bien partagé, confirme-moi juste, Sarah, qu'on voit mon écran. Et dans ce cas, je pense que c'est bon. C'est bon, oui. OK. On a fait le choix de ne pas vous montrer une démo, mais de vous montrer la vraie plateforme comme elle sera ouverte d'ici la fin de l'année. Donc, comme je le précisais rapidement tout à l'heure, le programme TRIS, c'est l'acronyme aussi très astucieux de transition énergétique des établissements éducatifs. C'est d'abord la démonstration d'une méthode qui consiste à être capable de caractériser au mieux, sans se substituer à un audit thermique, l'intégralité d'un bâti. Là, on a pris le bâti scolaire dans les Hauts-de-France, en partant du principe que si on augmente le niveau de connaissance sur chacun des bâtiments, on va être capable de faire mieux et d'engager plus facilement des rénovations. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que nous, on pense que une des meilleures façons d'innover, c'est de doter les acteurs engagés et agents de la rénovation, donc qu'il s'agisse du côté de l'offre ou de la demande, de données pour mieux cibler, pour prioriser des investissements, pour cibler des travaux et pour engager une conversation. Évidemment, si on dit quelque part, ce bâtiment-là, peut-être qu'il bénéficierait d'une isolation, et bien peut-être que ça va engager la société civile, la collectivité, des artisans locaux à aller voir, à aller regarder si on peut le rénover ou pas. Donc, on s'inscrit dans une vraie logique, combinaison de l'ouverture de données, de l'open data, qui est une dynamique politique et sociale dans laquelle nous, on s'inscrit complètement chez Neimer. Et à côté de ça, et c'est ce que Bettina mentionnait tout à l'heure, dans une vraie logique d'être capable de construire des outils qui sont très innovants, très compliqués à construire. Ici, ça va être de l'algorithmie pour produire de l'information. Et de les mettre au service d'un sujet sur lequel on pense que c'est absolument nécessaire de le mettre. Alors, le programme TRIS aujourd'hui, il est porté par une start-up, donc Neimer. Il est financé dans le cadre des programmes C2E par deux financeurs principaux qui sont Intermarché à travers sa filiale énergétique Scaped et le groupe Total Direct Energy. Et ensuite, il a des partenaires qui nous aident à construire tout ça. Neimer est un ouvrier de l'information, un producteur d'information, une boîte de tech. Et pour ça, on a besoin d'un assaisonnement technique et métier fondamental. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec le CRMA, des bureaux d'études comme Pouget Consultant, et ensuite le laboratoire de météorologie dynamique, un laboratoire spécialisé en traitement d'images sur des sujets climatiques, le comité 21 évidemment, et ensuite l'Institut Louis Bachelier, qui est spécialisé en modélisation économique. On a aussi le soutien dans le cadre du programme de plusieurs partenaires qui sont assez classiques chez Neimer, et notamment l'école polytechnique avec qui on travaille beaucoup, mais l'Assemblée des départements de France, le groupe Bouygues qui a manifesté son intérêt, le plan bâtiment durable et l'initiative de Polytechnique qui s'appelle TrendX. Alors, la façon dont on essaie de mettre à disposition l'information de TRIS, c'est à travers un parcours qu'on a appelé le parcours établissement éducatif. Concrètement, ce que ça permet de faire, c'est d'accéder établissement par établissement à une fiche de données qui caractérise l'établissement et tous les bâtiments qui le composent. Donc alors, j'ai fait le choix de vous montrer un lycée qui se trouve à Dunkerque, parce que c'est un bâti assez remarquable et qui permet de bien comprendre toute la dimension des données. Donc, il s'agira du lycée professionnel de l'île Gentil. Encore une fois, pour faire écho à une question que j'ai vu passer sur le chat, vous voyez qu'on peut travailler sur des grandes aires urbaines, mais on va aussi être capable d'aller chercher des petites écoles un peu partout. Par exemple, celle-ci. Alors, donc là, je rentre dans la fiche de l'établissement. Alors, on va garder une division sur l'écran qui va être toujours de disposer cartographiquement l'information à gauche et ensuite de présenter à droite les informations qui sont propres à l'établissement.
Donc, on va déjà distinguer et caractériser l'établissement, donc ici, le lycée professionnel de l'Île Gentil, en tant que c'est une unité d'éducation, donc avec des informations relatives à son adressage, son SIRET, son code UAI, ses informations de contact. On va aller associer d'autres informations. Est-ce que l'établissement appartient à un Greta? Quand est-ce qu'il a été ouvert? Des informations relatives à la vie scolaire, donc évidemment au taux de réussite au bac, aux effectifs par classe, aux effectifs du personnel. Donc, ça, c'est des données qu'on va récupérer auprès de plusieurs sources open data. En l'occurrence, là, c'est l'open data qui est mis à disposition par l'éducation nationale. Ce qui est toujours compliqué de faire, et ça, il faut le garder en tête, c'est d'avoir une source de données qui est la source de données de l'éducation nationale et ensuite d'être capable de l'associer à un établissement puis au bâtiment. Et donc, c'est ce cheminement-là qui est complexe, que nous, on appelle la mise en interopérabilité des informations et dans lequel nous, on se spécialise et qu'on met à disposition dans le cadre de TRIS. Donc, on va travailler sur l'effectif de personnel, par exemple. Ensuite, et là, c'est la partie intéressante, relativement au bâti, c'est ce qu'on appelle les données techniques. On a deux types de données techniques. On a celles qui caractérisent l'établissement. Donc, l'établissement, il a une zone éducative, il a un nombre de bâtiments, il a une surface utile totale. Et sur l'énergie. Donc là, on a une consommation d'énergie estimée. Je le note tout de suite. Il y a quelques informations qui sont... C'est le choix qu'on a fait. Les informations qui ne sont pas remplies, c'est celles qui sont en cours de production chez Neimer. Donc, elles sont dans un backlog, dans une ligne de production, et on les fournit et on les livre au fur et à mesure. Donc là, on va voir des informations patrimoniales sur l'ensemble de l'établissement. Et là, maintenant, je vais vous présenter les informations qu'on a sur son potentiel d'énergie renouvelable. Première information qui est absolument fondamentale, c'est de savoir si le bâtiment est relié ou pas à un réseau de chaleur. Donc nous, on sait qu'il est relié à un réseau de chaleur. On connaît le nom du réseau de chaleur, on sait quel est le taux de NR dans le réseau de chaleur le plus proche, quelle est sa production d'énergie, la facture d'émission CO2 du réseau de chaleur, et ensuite quel est le mix énergétique du réseau de chaleur. On va même être capable de le visualiser. Ça permettra de vous montrer aussi comment on fait pour aller chercher l'information. L'établissement est-il relié à un réseau de chaleur, oui ou non? Et donc, on va aller chercher le petit point d'entrée ici rouge, qu'on voit rentrer dans le bâtiment, qui nous permet de dire, pour celui-là, mais comme pour celui-là, que le bâtiment est effectivement raccordé. Donc ça, c'est une information qui est complexe à aller chercher et que nous, on va mettre à disposition ici. On travaille aujourd'hui en cours de production sur des informations d'un potentiel de biomasse, d'un potentiel de géothermie et d'un potentiel solaire. Aujourd'hui, on a fait le potentiel solaire de tous les bâtiments des 19 734 bâtiments qui constituent le parc éducatif des Hauts-de-France. Alors, une fois qu'on a caractérisé l'établissement, on va essayer de caractériser chacun des bâtiments qui composent cet établissement. Et donc là, l'interface cartographique est utile. On va par exemple sélectionner le bâtiment 3. Là, on est sur un sujet, et c'est pour ça que ce bâtiment est intéressant de vous le présenter, mais qui est normal quand on travaille de manière massive. C'est de bien essayer de faire un matching, de faire matcher, de faire correspondre le plan de topographie et le plan d'image. Et donc nous, c'est des choses qu'on fait avec, ça dépend des endroits, de l'âge de l'image, du type d'image, du type de topographie. On va être capable de matcher les deux informations, ça nous permet ensuite d'extraire de l'information à partir de l'image. Concernant chacun des bâtiments, donc ici le bâtiment 3, on va être capable de donner une période de construction, une emprise au sol, une surface utile, un nombre d'étages, une hauteur de bâtiment à la gouttière, une hauteur de bâtiment au faîtage. Et vous l'avez vu ici, vous avez à chaque fois un niveau de confiance. Le niveau de confiance, c'est un des éléments que je mentionnais tout à l'heure autour de la transparence de l'information. Nous, on a, pour toutes les informations qu'on produit, donc typiquement pour chacun des bâtiments, pour chacun des petits qualifiants comme ça, on va être capable de dire, de manière assez conservative, de dire, bah voilà, on pense que cette prédiction-là ou que la donnée qu'on met ici, elle a tel ou tel niveau de qualité, soit parce qu'elle a été récupérée comme telle et que c'est une base nationale, soit parce qu'elle a été le fruit d'une prédiction, et dans ce cas-là, ça va conduire à une qualité qui sera un peu inférieure. Et ça, on le met à disposition aussi, donc sur un niveau de 1 à 5. Alors, ce bâtiment-là a des informations relatives à sa réglementation. Quel est son classement ERP? Est-ce que le bâtiment est classé? Est-ce qu'il est dans un périmètre d'un bâtiment classé? Est-ce que c'est un site de patrimoine remarquable? Ce sont des informations qui sont très utiles et nécessaires et qu'on nous a demandé de mettre à la suite de plusieurs échanges avec des artisans. Ils nous ont dit, en fait, on ne peut pas, évidemment, il faut qu'on ait ça en tête, nous, parce qu'on ne peut pas aller rénover de n'importe quelle manière des bâtiments qui ont ce genre de caractéristiques. Ensuite, on a de l'information qui est propre au bâtiment. Donc évidemment, ce que je vous montre ici va varier selon chacun des bâtiments. Si je cliquais sur le 8, sur le 9, les informations seraient différentes. Ici, on a de l'information relative à la façade. La façade, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup chez Neimer.
ce qu'on va être capable de faire, c'est récupérer à partir d'imagerie Street View, d'entraîner un algorithme qui va essayer d'identifier des fenêtres sur une façade, qui va essayer d'aplanir les images qui sont à 360 degrés et d'essayer de compter les fenêtres et d'identifier les points de végétation sur l'image. On va essayer, à partir d'algorithmes, d'inférer cette information sur tout le bâti éducatif des Hauts-de-France. Donc là, on a une longueur de façade, une surface totale de façade, un taux de surface vitrée. Et là, comme je précisais tout à l'heure, on est sur une prédiction algorithmique, donc le niveau de confiance va être un peu corrigé. On a de l'orientation. On va avoir la présence d'occultation ou pas. Donc celui-là, il est important aussi. La menuiserie et beaucoup de travaux sur les toitures. Aujourd'hui, on va être capable, et ça c'est une spécialité maison, d'identifier le matériau de toit, le type de toit, la présence d'encombrants et de fenêtres sur le toit. Évidemment, c'est important quand on veut poser du solaire. Est-ce qu'il y a une présence de garde-corps et surtout, est-ce qu'une toiture est vétuste ou pas? Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la détection sur de la toiture terrasse de points d'humidité. On travaille sur aussi de l'information d'équipements et systèmes, donc relative à la consommation d'énergie, donc des trucs un peu classiques sur l'étiquette, l'émission de gaz à effet de serre. La présence de panneaux solaires sur chacune des toitures. Donc on sait aujourd'hui il y a à peu près 680 bâtiments dans les Hauts-de-France sur l'éducatif qui sont déjà solarisés. Et ça, c'est une information que nous, on va essayer de récupérer en passant toutes les images des bâtiments et essayer d'identifier ce qui est un panneau solaire et ce qui n'en est pas un. Et donc pour ça, il faut évidemment apprendre un algorithme à distinguer ce qui n'est pas un panneau solaire, donc une fenêtre, un vassis d'as, et ce qui est un panneau solaire. On va travailler aussi sur des règles métiers qu'on construit avec le CRMA et cabinet Pouget, sur quel est le type de ventilation, est-ce qu'il y a une présence d'une centrale de traitement d'air, est-ce qu'il y a un groupe froid, et ensuite quel est son potentiel ENR dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le potentiel solaire de la toiture est de tant de mégawattheures par an. Et ensuite on travaille sur un modèle de déperdition. Dès qu'il sera terminé, on le poussera dans la plateforme, et celui-là il est très important aussi. Alors, associé à ce premier, disons, grand livrable qui est une base de données, en fait, vous l'avez compris, qui va caractériser les 19 734 bâtiments, on a doté le programme d'un deuxième livrable qu'on a appelé le catalogue de travaux, panorama travaux. Et lui, concrètement, ce qu'il fait, c'est que c'est un ensemble de logigrammes qui, à partir des informations qu'on produit sur les bâtiments, va être capable de dire si tel ou tel travaux est recommandé ou pas. Le programme, dans sa totalité, il a une dizaine de travaux qui sont prévus, donc 8 en construction, qui arrivent bientôt dans la plateforme. Et aujourd'hui, on en a mis 2 simplement en live dans la plateforme. Donc l'isolation de la toiture charpente et l'isolation de la toiture terrasse. L'idée, ça va être de dire, lorsque je clique sur les 3 bâtiments qui sont recommandés, je vais les trouver ici, le bâtiment 7, le bâtiment 9 et le bâtiment 8. Donc ça, c'est des endroits sur lesquels nous, on se dit, ce serait recommandé ici de faire une isolation de la toiture charpentée. Ce serait utile, par contre, de faire une isolation de la toiture terrasse sur le bâtiment 1 qui est ici. C'est possible, mais pas prioritaire, de le faire sur ces 5 bâtiments-là, etc., etc. Et c'est pas possible techniquement, typiquement, de faire l'isolation de la toiture terrasse sur ces bâtiments-là, le 7, le 9 et le 8. Et donc, c'est vraiment ça qui est important à avoir en tête dans la plateforme TRIZ, c'est comment on arrive à mettre de l'information sans passer essentiellement par des audits, parce que ça prend trop de temps et que c'est trop cher. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout produire nous-mêmes en trouvant des règles métiers, d'algorithmie, de la donnée qui est ouverte, de tout créer, de tout intégrer dans un référentiel qui est pertinent et qui est facilement compréhensible, et de la mettre à disposition, évidemment en embarquant à l'intérieur des erreurs sur les prédictions qu'on va faire, mais ça, c'est le jeu de la data science, et c'est pour ça qu'on le fait aussi, et qui permet d'augmenter pour tout le monde le niveau de savoir de tout le bâtiment, qu'il s'agisse d'une toute petite école ou d'un très grand lycée comme celui-là. Je crois que j'arrive à 10h27, donc je vais essayer de speeder encore plus. Et donc, je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est ça, le programme TRIZ, c'est la démonstration de cette méthode consistant à dire, en proposant de l'information et en créant en fait un premier niveau de diagnostic à partir de technologies qui sont innovantes, on sera capable de mieux connaître et de faire mieux. La phrase que donnait le Chief Project et qu'en fait le programme TRIZ mobilise depuis longtemps. On est en train de travailler, mais ça peut vous intéresser, sur la présence d'appels d'offres et d'avis d'attribution sur chacun des établissements. Et on a un module de panorama de financement. Évidemment, il est nécessaire de dire, lorsqu'on recommande tel ou tel travaux,
peut-être d'identifier quel financement serait disponible pour pouvoir les financer. Et donc, toutes ces informations-là, elles seront disponibles pour tout le monde. La plateforme sera ouverte. Les informations pourront être téléchargées, travaillées. Et ça permet, et aujourd'hui c'est le seul programme qui le permet, d'identifier du potentiel de rénovation à l'échelle du bâti. Et c'est, à notre sens, un des meilleurs outils qui existent aujourd'hui sur ce créneau-là pour être capable de planifier correctement, peu importe l'échelle des travaux de rénovation, sachant qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié grâce au programme TRIZ peut-être un potentiel de rénovation, on peut dire, eh bien, je vais aller confirmer ou infirmer des informations qui me sont proposées gratuitement dans ce programme-là pour aller voir un artisan, voir un installateur photovoltaïque, faire un audit. Et à ce moment-là, les travaux s'engagent. Mais c'est nécessaire de savoir avant de faire. Voilà un peu pour le programme TRIZ. Je crois que, Sarah, dis-moi, mais je crois que je suis resté dans les temps. Oui, merci beaucoup Louis. On a beaucoup de questions et je pense que même si la présentation, il y avait des aspects que tu voulais développer, on peut les développer avec les différentes questions qui sont. Oui, bien sûr. Notamment, il y a une première question qui est de savoir est-ce que la plateforme est déjà en ligne? Est-ce qu'elle est déjà accessible aux utilisateurs finaux, aux collectivités? Alors, ça, c'est une très bonne question parce qu'on me la pose souvent. Elle n'est pas encore en ligne, mais c'est imminent. Donc, on prépare son ouverture avant la fin de l'année. Et à ce moment-là, on fera tout ce qu'il faut pour informer tout le monde, notamment les participants de ce séminaire, pour leur dire allez-y, allez voir et regardez l'information. Merci beaucoup. On a plusieurs questions qui tournent autour de, comme il y a beaucoup de valeurs estimées sur la plateforme, est-ce que les collectivités peuvent venir préciser, avec les données qu'elles ont en main, les différentes données de fiches établissement par établissement? Alors, encore une fois, c'est vraiment les deux questions qu'on pose tout le temps et c'est les deux questions qui sont hyper pertinentes. Donc, merci à ceux qui ont posé cette question-là. Oui, ce sera prévu. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comme on travaille de manière massive et qu'on n'appelle pas chacun des lycées ou des écoles pour récupérer de l'information, on construit tout nous-mêmes, on a une base qu'il faut essayer de garantir dans sa structure et du coup, l'ajout d'informations ponctuelles peut la changer. Et du coup, ce qu'on a prévu de faire, nous, c'est de trouver un peu un moyen tampon pour récupérer l'information, la préparer, une fois qu'on a une masse suffisante d'informations, la mettre dans la donnée, refaire tourner nos algorithmes et ensuite la repousser dans la plateforme. Et donc, tout ça sera évidemment prévu. Et c'est un peu un appel aussi, quand la plateforme est ouverte et que les informations qu'on a mis en avant ne sont pas correctes, évidemment, prévenez-nous et il y aura un dispositif qui sera fait pour ça. C'est un outil collaboratif finalement. C'est un outil qui doit être collaboratif à deux titres. Déjà parce qu'il faut confronter l'information avec la réalité, et ça, la réalité, c'est posséder. Et ensuite, il est collaboratif parce qu'il a vocation à être ouvert. Et donc, il est naturellement collaboratif. L'information que quelqu'un voit, que ce soit un parent d'élève ou un directeur d'établissement ou un artisan, sur le même lycée, à l'autre bout de la France, quelqu'un pourra avoir la même information. Et donc, on ne changera pas les infos selon qui on est ou où on se trouve. Une question intéressante qui est un peu dans la même veine, mais qui n'est pas exactement la même. Une fois que les travaux sont effectués, est-ce que les valeurs atteintes sont comparées aux valeurs initiales et intégrées dans la plateforme pour voir, en fait, c'est finalement voir l'évaluation de l'utilité de l'outil? Ouais, alors c'est vraiment une super question. Je pense que je renvoie un peu à ma précédente réponse. On y a pensé et ce sera prévu. Aujourd'hui, vraiment dans l'histoire du programme, donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, il nous reste encore 6 mois, 1 an de travail, parce qu'on est allé plus vite en fait dans sa construction que prévu dans le programme initialement. Tout ça, ce sera embarqué au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, ce sera géré de la même manière que seront gérées les remontées d'informations. Et au fur et à mesure, je pense que le programme, il a vocation à évoluer. Nous, et ça, je prends l'occasion d'en parler tout de suite, aujourd'hui, on porte activement, notamment avec le comité 21, la volonté de pousser l'initiative TRIZ sur tout le territoire et ne pas faire que les Hauts-de-France, mais faire toute la France métropolitaine et outre-mer. Et dans ce cas-là, je pense que toutes ces dimensions-là seront encore mieux prises en compte. Il y a plusieurs questions qui tournent autour aussi de la façon dont vous avez estimé toutes ces données. Consommation estimée signifie-t-elle que vous l'avez estimée? J'imagine que oui. Et surtout, comment vous avez estimé le potentiel solaire?
Utilisez-vous des données open data ou de startups qui vous ont été associées? Alors, on fait partie de ces startups-là, donc on sait comment faire un potentiel solaire. C'est une donnée qui va prendre en compte un certain nombre d'informations, qui va prendre en compte la capacité des toitures selon l'ombrage et l'ombrage entre toitures lorsqu'il y a des pans, d'accueillir des panneaux solaires à laquelle on va soustraire de cette surface totale la présence des encombrants et à laquelle on va rajouter un potentiel d'irradiation et d'ensoleillement. Donc on a un calcul assez complexe qui fait ça. Une bonne nouvelle, c'est qu'il est en cours d'évolution, puisqu'on travaille là-dessus spécialement avec l'École polytechnique. Et donc il y a une nouvelle version qui sera produite. Mais encore une fois, l'objectif ici, c'est pas tant d'avoir parfaitement raison, c'est d'avoir suffisamment raison pour donner à quelqu'un l'idée de son potentiel. C'est le premier point. Sur la consommation énergétique, effectivement, elle est estimée. Et elle aussi, on travaille, et je pense qu'elle sera livrée à la fin de l'année, sur une version encore plus pertinente de calculette énergétique qui nous permet, nous, de calculer l'information, parce qu'on a fait le choix chez Neimer et avec nos partenaires de construire un proxy permettant de calculer la calculette. Et donc, ça prend des centaines de critères dans son calcul, la présence d'un gymnase, le nombre d'élèves, les variations dans le temps. Donc, le truc est vraiment complexe. Et on a fait le choix de le faire nous-mêmes pour pas avoir à passer trop de temps à pas construire des données et à démarcher pour récupérer de l'information. Alors ensuite, il y a des questions un peu plus macro, si j'ose dire. Les participants s'interrogent sur le modèle économique de la plateforme, savoir comment elle est financée et surtout quel sera son avenir une fois le dispositif CEE arrivé à échéance. C'est une très bonne question. Alors, la plateforme a vocation, notamment pour Neimer, nous, on n'est pas spécialisé dans la gestion des plateformes, on est spécialisé dans la production des informations. Et là, on a conçu cette plateforme-là, même si elle est construite vraiment à l'état de l'art et on a une équipe de dev très compétente pour faire ça. Elle a vocation à peut-être être transmise à un acteur qui pourrait la porter. Aujourd'hui, on discute avec le CEREMA, par exemple, qui pourrait porter la plateforme à terme. En termes de programme plus généralement, je le juste avant, on a vraiment le souhait et je pense la vocation à porter ce programme-là sur tout le territoire français. Enfin, en termes de business model, de modèle économique, c'est effectivement très important. Aujourd'hui, c'est financé dans le cadre des programmes C2E, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement des programmes C2E, mais c'est des programmes qui sont autorisés par le ministère à travers la DGEC et l'ADEME, et qui sont financés à ce titre par des obligés au dispositif C2E. En termes de modèle d'affaires, donc aujourd'hui, la plateforme est financée par ça. En termes de modèle d'affaires, il y a plein de façons d'imaginer la suite et le succès économique de la plateforme TRIS. C'est une donnée qui a de la valeur, évidemment. On peut imaginer que la façon dont elle est requêtée, peut-être requêtée par des filtres et pas requêtée établissement par établissement, pourrait faire l'objet d'une version qui serait, par exemple, payante si on nous demandait de trouver une vie économique au programme. Et évidemment, il pourrait aussi survivre en tant que tel, fort des usages que les gens en feraient. Ce qui est important de rappeler, c'est que là, l'utilisation de l'outil est complètement gratuite pour tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Et ça n'a pas vocation à changer. Parce qu'il y a vraiment, là, l'idée, c'est vraiment de faire de l'open data. Donc, on sera sur des données qui seront disponibles en licence ouverte. Après, voilà, si d'autres façons doivent être imaginées, il y a peut-être des modèles de freemium qui seraient très adaptés à ce genre d'outils. Les données de cette plateforme sont intégrables dans un SIP. SIP. Alors, si c'est SIP, c'est comme système d'information géographique et que c'est pas un P, c'est un G, absolument oui. Si c'est un type de SIG, mais avec un P à la fin, c'est absolument oui, absolument. Toutes les informations qu'on va produire, c'est géolocalisé, donc il s'agit d'avoir une adresse, un ensemble de points GPS et c'est projetable sur une carte topographique ou n'importe quel type de raster. Donc oui, tout est très utilisable partout et elles sont faites pour être utilisées comme ça. Évidemment, alors là, tous les usages consistant à télécharger les données du programme TRIS et d'aller les challenger, d'aller travailler dessus sont absolument encouragés, bien sûr. Il y a une remarque d'un participant qui nous dit qu'il est primordial de projeter les économies d'énergie en amont des travaux et non a posteriori. Oui, il a raison. En l'occurrence, c'est une femme. On a une question aussi du directeur du comité en Grand Ouest qui souligne qu'à terme, cet outil, cette plateforme pourrait devenir un carnet numérique du bâtiment.
Ah non, je suis d'accord et je vais même aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui ressemble le plus à un carnet numérique du bâtiment. Aujourd'hui, on sait, et on est dans cet écosystème-là, donc on connaît aussi. Et je veux pas mettre trop en avant le travail des NMR, même si on en est très fier. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise capable de faire ce qu'on fait sur du bâtiment, c'est-à-dire traiter correctement des liens entre l'adresse et le postal et le bâtiment, de produire autant d'informations de manière aussi propre et aussi massive. Aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas. Et donc, oui, c'est absolument ce qui ressemble le plus au passeport numérique, à l'identité numérique d'un bâtiment. Et vous le voyez parce qu'on décompose, et même d'ailleurs de bâtiments, mais aussi de l'établissement. On a les deux granularités. Il y a une question qui s'adresse peut-être un peu plus au comité 21. Une personne qui se demande comment va se dérouler l'accompagnement pour utiliser la plateforme. Donc, on est justement depuis cet été dans ce volet mobilisation, communication de la plateforme. Elle est, comme vous l'avez compris, elle est sur le point d'être finalisée. Là, elle est développée à 90% et l'objectif, c'est qu'elle soit complètement développée pour la fin de l'année. On est aujourd'hui dans un premier webinaire qui nous a semblé le plus important, c'est-à-dire celui qui est à destination des véritables utilisateurs finaux, que sont les collectivités territoriales propriétaires des bâtiments scolaires. Mais cet outil, je pense que vous l'avez compris, peut aussi être utile à deux autres publics cibles, la communauté éducative, les proviseurs, les directeurs d'école, mais également les acteurs de la rénovation énergétique, c'est-à-dire les maîtrises d'œuvre, le monde du BTP. Et donc, on a pour ambition d'organiser ce même webinaire pour la communauté éducative d'ici la fin de l'année, un autre webinaire aussi pour le monde du BTP d'ici la fin de l'année, et de rassembler ces trois publics cibles dans un grand colloque régional de lancement de la plateforme dans les mois qui viennent. On verra si on peut le faire en physique ou si on le fera de façon dématérialisée comme ce matin. Et également Nemer qui travaille à la finalisation de vidéos très pédagogiques qui montrent en fait le parcours utilisateur de cette plateforme. Peut-être que Louis, tu veux rajouter quelque chose sur ce volet accompagnement? Je pense que tu as tout très bien résumé. Nous, on va faire en sorte qu'une fois qu'on accompagnera bien l'ouverture de la plateforme et qu'on essaie d'être très clair dans quelles données est faite et comment les mobiliser. Donc ça nous, c'est prévu qu'on le produise aussi, et ça accompagnera l'ouverture de la plateforme. Après, je pense qu'il y a une bonne partie de l'apprentissage aussi qui va se faire dans l'autre sens. Nous, on est dans notre truc, on produit de l'information, même si on s'accompagne de beaucoup d'experts, on a besoin de retour utilisateur. Et ça, c'est ça aussi qui va guider la capacité qu'on aura à accompagner au mieux. Ça va être de bien savoir ce qu'il faut correctement accompagner. Donc, il y a une partie des accompagnements qui seront faits post-ouverture. Alors, on a une proposition aussi de collaboration avec des acteurs locaux qui mènent des initiatives aussi du même ordre. Hein. Je vous mettrai en relation. C'est la ville de Sens, il me semble. On est en direct, donc je découvre les questions au fur et à mesure. Une question également, pourrait-on intégrer un volet adaptation des cours de récréation au changement climatique? Oui, c'est quelque chose. Alors, je suis passé peut-être un peu rapidement, mais aujourd'hui, on travaille on travaille sur l'identification de la végétation sur des parcelles, et donc c'est valable pour les cours et sur les parcelles éducatives. Et donc, l'idée à terme, et je pense que si on arrive à prolonger le programme, c'est des choses qu'on embarquera à terme aussi, parce que tout prend du temps à faire quand on essaie de le faire sur tout le patrimoine avec des données. L'idée, c'est d'identifier un potentiel de végétalisation tant des toitures que des cours. Et donc ça, c'est quelque chose dont on va faire les premiers éléments techniques assez rapidement. Et ça va simplement être capable de compter, d'identifier le taux de surface qui est végétalisé sur une parcelle éducative. Donc ça commencera par là, puis ensuite, après, typiquement, je serai ravi de discuter avec vous plus en amont sur ça. Ça va être d'être capable de trouver quelles informations sont nécessaires à produire pour pouvoir accompagner typiquement ce genre de projet.
Mm. Je vais poser les dernières questions un peu à l'oral parce qu'on a aussi des personnes qui lèvent la main et ce serait peut-être un peu plus interactif qu'on leur laisse allumer leur micro. Donc les dernières questions posées à l'écrit. Une question qui revient, excusez-moi Madame Picarda, j'avais pas vu passer votre question. Est-ce que Louis, tu pourrais repréciser clairement le positionnement de la plateforme par rapport aux audits énergétiques? Est-ce que ça se substitue à ça ou est-ce que Non, ça arrive vraiment en complément? non, c'est un complément. C'est vraiment un complément. C'est un peu comme un diagnostic DPE avec beaucoup plus d'informations et beaucoup plus fiabilisé et fait avec beaucoup plus à mon avis, de sérieux. Mais typiquement, quand vous pouvez avoir un DPE et quand même aller demander un diagnostic énergétique et payer un audit et quand même engager des travaux de rénovation, même si votre DPE vous indique que vous êtes à A ou E ou B, quoi. Donc c'est vraiment comme ça. L'idée, et c'est pour ça que je parle de méthode ou de philosophie du programme, c'est de créer un choc d'information, c'est de créer de l'information. Cette information-là, elle va être contestée et c'est normal, elle est faite avec, pour nous, le plus de transparence et de qualité qu'on est capable. Et une fois qu'elle a fait ça, à aucun moment, elle pourra se substituer à un audit thermique parce que si vous décidez, par exemple, de faire un panneau solaire juste sur la base du programme TRIZ, quand l'artisan va venir, soit il dira bah, c'est génial, soit il dira il y a un truc qui ne marche pas. Effectivement, vous aurez un potentiel solaire, mais qui sera supérieur ou inférieur à ce qui était prévu. Et ça, c'est normal. Et ça, après, c'est comme ça. On va pas, par exemple, simplement se soigner en regardant le Vidal. Il faut passer par un professionnel. Et ça, c'est valable pour le programme TRIZ aussi. Bah, la comparaison est très claire. Une question autour de la sécurité. L'accès totalement ouvert à des informations patrimoniales fines ne génère-t-elle pas un risque au regard de la sécurité, sûreté des sites? C'est une très bonne question. Alors ça, c'est une question laquelle je vais essayer d'être aussi très clair et très sérieux. Non, je ne pense pas. Ça a autant de risques de sécurité que Google Maps, si vous voulez. Parce que si vous regardez bien les informations qu'on va produire, nous, c'est de l'information qui va caractériser l'intérieur de systèmes, des climatisations, des choses comme ça, mais qui n'ont pas donné d'indication sur comment on accède à un bâtiment, à quelle heure s'éteignent les caméras, y a-t-il des caméras de sécurité, y a-t-il un gardien. C'est des choses que nous, on ne fournit pas. Et ça, on n'a pas vocation à fournir tout ça. Évidemment, si après l'ouverture de la plateforme ou même dès maintenant, il y a des parties prenantes, des sujets de sécurité qui décident de se prononcer sur attention, cette information-là est peut-être sensible, nous, on sera ravis de l'entendre et surtout de la retirer sans aucun problème. Mais je ne pense pas que ça constitue un problème de sécurité. C'est autant un problème de sécurité que pourrait l'être, je ne sais pas, une carte topographique. Donc, un peu d'interactivité avec les participants. Je donne la parole à Béatrice Auxan. Bonjour. Vous pouvez allumer votre micro et même votre caméra si vous voulez. Allez, vous allez voir mon intérieur. Je suis présidente de l'association Habiter 2030, qui a soutenu l'équipe du Solar Décathlon Europe 2019, qui a été lauréat. Et donc, on est en contact avec le comité 21 pour voir comment faire connaître cette plateforme et aussi l'utiliser et faire des passerelles avec les collectivités notamment. Je me posais la question sur les panoramas travaux, puisque vous avez dit qu'il y en aurait 8 à venir et qu'actuellement il n'y en a que 2. Et donc je voulais savoir quels étaient les 6 autres. Et également, puisque tout ça est basé sur des outils algorithmiques, quels sont vos postulats pour construire ces algorithmes pour arriver à des panoramas travaux? Alors, je n'ai plus en tête exactement les 6 autres, mais je pourrais vous envoyer un mail avec les informations si ça vous intéresse juste après le webinar. Donc, c'est basé sur des logigrammes. Les logigrammes, c'est une espèce d'arme de décision complexe qui va nous permettre de dire si telle condition est validée, si telle période de construction est validée, si telle zone de vent est validée, si tel type de toiture est validé, si telle chose est validée, alors c'est généralement le profil type d'un bâtiment qui bénéficierait d'une rénovation de tel type. Donc c'est comme ça qu'on va procéder.
Oui, ça, j'ai bien compris, mais justement, c'est extrêmement important de savoir sur quelle base ces logigrammes sont. Alors, ils sont construits sur la base d'expertise métier qui sont portés par le CEREMA et Pouget Consultant. Donc, mais si vous voulez, je pourrais vous montrer des logigrammes. Là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans l'intégralité des éléments qui sont pris en compte dans les logigrammes qu'on a produits. C'est des choses qui sont très longues et complexes, mais ok, on pourra les mettre. Déjà, donc, c'est expertise métier fournie par le CEREMA et qui et un bureau d'études qui s'appelle Pouget Consultant. Ah oui, d'accord. Ce sont des techniciens. Non, absolument, oui. On n'a pas sorti de notre chapeau une prédiction complètement notoire sur ce qu'on pouvait faire en termes de travaux. Les travaux, c'est un sujet qui est complexe, pour lequel il faut de l'expertise métier, et ça, à aucun moment, on aura vocation à se substituer à cette expertise-là. Bien au contraire. Dans le cadre d'Habiter 2030, si on a gagné, c'est justement parce qu'il y avait de l'interdisciplinarité entre de l'enseignement supérieur, architectes, ingénieurs, designers, etc. Donc, d'où ma question de savoir si vous aviez étendu à de l'interdisciplinarité sur cette expertise métier ou pas. Du coup, sur le travaux, CEREMA, Pouget, et puis après, ce qu'on est capable de faire, nous, à côté, en termes de traitement d'information. Sur le solaire, on travaille avec Polytechnique et le LMD. Et donc ça, c'est notre garantie métier. Maintenant, pour nous, ça nous semblait assez suffisant, mais peut-être qu'on pourra conforter les prédictions de travaux, si vous voulez, avec d'autres parties prenantes, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est très métier. Ça me semblerait intéressant, oui. Il nous reste 10 petites minutes. Si d'autres personnes veulent poser des questions en direct, n'hésitez pas à lever la main. Et j'ai une question assez intéressante sur l'avenir aussi du programme. C'est est-ce que le programme pourra intégrer des bâtiments autres que les bâtiments scolaires dans des phases ultérieures, des bâtiments publics d'autres fonctions? Alors, ça, c'est une question qui est très importante. On a aujourd'hui, Namer, la capacité de le faire sur l'intégralité du parc public. On le fait sur d'autres parcs dans le cadre de notre activité commerciale normale. Dans le cadre de programme qu'on porte, si on massifie, on massifiera d'abord sur le bâti scolaire. Et après, ça dépendra aussi des demandes qu'on peut avoir avec le ministère. Aujourd'hui, on a plutôt vocation à le faire sur le bâti scolaire uniquement. En tout cas, dans les prochaines années, et j'espère dans les prolongations du programme. Alors, ce que je voudrais rajouter peut-être, c'est que dans le cadre du plan de relance, nous, au comité 21, on appuie effectivement pour que ce programme soit élargi au bâtiment public en général, puisque ça fait partie de nos axes d'action d'intensifier tout ce qui est rénovation énergétique et lutte contre l'effet de serre. Je vais donner la parole à deux personnes qui ont levé la main, Christophe Bartholans. Puis ensuite, une fois que vous aurez posé votre question, on enchaînera tout de suite sur la question de Joséphine Reynaud du CERD et ensuite on conclura. Oui. Vous me voyez, c'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, moi, j'avais une question impliquée là depuis 18-24 mois sur un programme dans le cadre d'Île Capital Mondial du Design sur les éco-rénovations de bâtiments éducatifs en transfrontalier, donc avec notamment une vaste approche de documentation européenne et internationale du sujet. C'est le sujet aussi de l'empreinte carbone globale du bâtiment. Souvent, presque systématiquement aujourd'hui, on détruit les écoles pour les construire à neuf, donc pour les construire avec des caractéristiques énergétiques bien supérieures à l'existant, mais aucunement intégrer l'empreinte carbone de la destruction du bâtiment ou de son déshabillage complet. Donc c'est un peu complémentaire à ce que soulignait Béatrice Auxan du CAU du Nord. C'est comment est-ce qu'on arrive à construire cette approche systémique qui aide les meilleurs choix pour aller véritablement vers tenir la promesse d'un abaissement des émissions de CO2 qui n'est pas que énergétique
et qui a aussi un impact sur la manière dont on traite d'ailleurs tout l'environnement, puisque la manière dont nous avons posé la question sur les écoles, sur l'Eurométropole Île-Courtrai Tournai, en transfrontalier, c'est de voir comment est-ce qu'une école peut avoir un impact sur son quartier, sur la rénovation de son quartier, où les mêmes problèmes se posent pour les constructions existantes. Donc aujourd'hui, le système industriel propose plutôt du déshabillage, de la destruction-reconstruction. Donc, est-ce que Théris propose cette analyse de l'énergie grise dans les bâtiments et amener des nouveaux process? Alors, pas encore. Aujourd'hui, TRIZ va être essentiellement ce que vous avez vu là sur la démonstration. Donc, on ne prend pas en compte on calcule pas l'empreinte carbone de la destruction, mais effectivement, en tout cas, sur les travaux, ce serait intéressant de le faire. Je pense que c'est pas trop long. Maintenant, sur l'intégration du bâtiment dans son écosystème, il y a des informations qu'on est capable de produire qui caractériseraient, disons, socio-économiquement la zone IRIS ou la commune. Aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas embarquer tout ça. C'est des choses qu'on peut faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est, je crois que votre question est plus process, c'est-à-dire à l'occasion de la rénovation d'une école, autant embarquer la rénovation complète d'un quartier, d'un ensemble de bâtiments qui seraient similaires. Je pense que le programme permet de faire ça. En tout cas, aujourd'hui, on ne l'a pas embarqué à l'intérieur, mais c'est des sujets que nous, on avait souhaité traiter au départ, et ça, c'est normal, c'est la vie aussi du développement technique. Le périmètre évolue au fur et à mesure qu'on travaille. Donc voilà, et donc il y a une proposition qui est en corollaire, donc puisqu'on voudrait lancer une expérimentation assez en temps court de 18-24 mois avec des écoles volontaires, c'est peut-être de tester ces approches-là dans le cadre de cette expérimentation avec Théris, puisque c'est sur les Hauts-de-France, et de manière à adresser ces différentes questions, les éclairer. Il y a aussi les questions d'énergie, de partager de l'énergie entre les écoles et l'environnement. Bien sûr. Parce qu'il y a la question là, des temporalités de ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables, des choses comme ça. Non, bien sûr. Voilà, donc j'ai mis en commentaire une explication sur le programme. On va le restituer le 5 novembre à la maison d'époque Viqueville Collaborative. Je crois qu'on avait déjà échangé, monsieur Adaou. Si vous voulez, on pourra refaire un échange si vous voulez. Voilà, mais ça peut intéresser tout le monde qui participe ici à ce webinaire également. Donc vous avez le contact si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup. Est-ce que je peux donner la parole à Joséphine Reynaud pour la dernière question avant qu'on conclue? Merci beaucoup. Donc Joséphine Reynaud, je travaille au CERD, qui est le Centre ressources du développement durable, qui est basé à Los Angeles. Et on travaille à l'échelle de la région Hauts-de-France sur le développement durable et la lutte contre le changement climatique. On est un groupement d'intérêt public, donc coporté par l'État et la région. Et on porte l'Observatoire climat régional. Donc c'est une gouvernance partagée à l'échelle de la région. Et la collecte des données et son assemblage, c'est un gros sujet pour nous. Et donc, dans l'optique de synergie dans les choix et la valorisation des données, notamment là sur la consommation énergétique, sur les ENR, je voulais savoir si vous aviez bien connaissance de nos travaux. Est-ce que vous en êtes inspiré? Est-ce que vous utilisez des données? Et on est à votre disposition pour en discuter plus avant. Ouais. Alors, je crois effectivement qu'il y a des données qu'on a récupérées, mais alors ça m'intéresse vraiment, et je crois qu'on pourrait reparler de ça très rapidement si vous voulez. Oui. Et simplement pour préciser aussi que le CERD est un partenaire quotidien du comité 21 et qu'on s'est beaucoup aussi appuyé sur vous pour avoir des fichiers, des contacts et d'envoyer aux personnes qualifiées dans les Hauts-de-France plusieurs invitations, notamment cette invitation pour le webinaire à destination des collectivités territoriales. Merci encore. Le CERD on travaille vraiment sur les mêmes sujets. Je crois que vous avez à cœur, comme nous, un grand programme sur l'adaptation au changement climatique. Et voilà, c'est vraiment la philosophie du comité 21 de travailler en main dans la main avec un maximum de partenaires. Donc, merci de votre disponibilité. J'avais ouvert mon micro pour dire absolument la même chose que Sarah. Si vous avez encore des questions
il n'y a aucun problème. Vous pouvez les poser sur une adresse mail que je vais vous projeter dès que j'aurai plus de problème de passer des slides. Donc en gros c'est contact.trees@namer.com, mais on va vous le projeter tout de suite dès que mon ordinateur répondra. Donc c'est vraiment une adresse mail sur laquelle vous pouvez continuer à envoyer des questions, surtout au-delà des questions, vos recommandations pour améliorer l'outil, pour nous faire part des manques, nous faire part des fonctionnalités les plus intéressantes, les plus innovantes qui font et qui feront de l'outil Trees un outil au quotidien d'aide à la décision publique, de priorisation de la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, enfin, ça s'affiche devant vous. On vous communiquera dès qu'on l'aura déterminé avec le rectorat, avec différents acteurs de l'éducation nationale, l'organisation du webinaire pour la communauté éducative. Il y a eu des questions d'ailleurs sur le lien entre cette plateforme et des programmes d'éducation au développement durable, comment on pourrait faire des ponts avec la sensibilisation, pas que des élèves d'ailleurs, qui connaissent parfois beaucoup plus que les professeurs ou les directeurs d'école sur ces sujets-là. Donc on répondra à ces questions dans ce webinaire dont la date est en cours d'identification. Le 15 décembre, on organise le webinaire à destination du secteur des travaux, du BTP, les maîtres d'œuvre en charge de la rénovation énergétique. Et on vous communiquera également très prochainement la date du grand colloque de lancement de l'outil Trees. On est en cours de discussion avec la région pour identifier cette date. Merci beaucoup de l'intérêt. Depuis le début du confinement, on a organisé beaucoup de webinaires au comité 21. Je crois que c'est celui qui a eu le plus d'interactions, de participation, de questions posées. Ça démontre à quel point l'intérêt est vif, surtout pour un outil gratuit comme celui-ci. Et je vous donne rendez-vous donc dans les prochains jours et les prochaines semaines pour le lancement officiel au niveau régional. Merci à vous tous. Merci beaucoup à tous.